Bon, alors bonjour tout le monde. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de vaccination. Un sujet évidemment qui soulève plusieurs passions depuis quelques années, hein, avec la pandémie de COVID. On en a beaucoup parlé. Puis là, ça a comme polariser un peu la population. Certains sont pour, certains sont contre, certains sont plutôt neutres. Mais une chose est sûre, c'est que j'ai de la belle matière à vous partager aujourd'hui pour que vous puissiez vous faire une idée de l'importance de la vaccination et qu'elle pourrait prendre pour prévenir certaines maladies qui pourraient être graves. Question de me présenter. Hélène me fait un peu d'entrée de jeu, mais je suis infirmière depuis 22 ans déjà. J'ai travaillé plusieurs années en santé mentale et je suis présentement en santé communautaire depuis plus de 5 ans. J'ai mon entreprise maintenant et j'ai vraiment développé une spécialité sur l'immunisation. Je suis aussi passionnée de communication, donc j'ai la chance d'offrir des conférences, souvent aux professionnels de la santé, en fait, pour les former justement sur les nouveaux vaccins, l'efficacité vaccinale et en fait leur donner les moyens de mieux protéger leurs patients. Alors, vous devez comprendre que je présente pour l'ensemble de l'industrie. Donc, je connais à peu près tous les vaccins qu'un adulte pourrait recevoir. Alors, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je remercie entre autres l'Association pulmonaire de me donner la parole aujourd'hui et de me donner la chance de vous parler de votre statut vaccinal. Puis on le sait, hein, la respiration, eh ben c'est vital, on le sait tous. On peut vivre sans manger quelques jours, mais pas plus de quelques minutes sans respirer. Alors, être aux prises avec une maladie pulmonaire soulève son lot de difficultés quotidiennes. Peut-être avez-vous dû changer certaines habitudes de vie, intégrer des exercices respiratoires dans votre quotidien. Peut-être prenez-vous même certains médicaments ou êtes-vous en attente d'une chirurgie. Et vous vivez peut-être avec l'inquiétude d'attraper une infection pulmonaire qui pourrait compliquer et être difficile à traiter parfois. Et ces infections-là, je vous le cache pas, elles peuvent enlever beaucoup de qualité de vie parce que on a à être hospitalisé certaines fois, on a moins d'énergie, la convalescence peut être longue. Vous savez, se remettre d'une pneumonie, quand on est en bonne santé, ça peut prendre au moins 6 semaines. Et quand on a une maladie pulmonaire, ben, ça peut s'étirer à quelques mois et certaines personnes vont être réhospitalisées des suites de cette première pneumonie-là au cours de l'année. Puis ça, c'est à peu près une personne sur deux que ça touche. Alors, ça en fait des gens qui sont incommodés par les infections respiratoires. Puis ça peut générer du stress, mais aussi des coûts, parce que c'est possible que vous ayez besoin de soutien. Alors évidemment, on doit tout faire pour essayer de d'éviter d'être infecté, mettre des choses en place pour se protéger. Alors évidemment, on a les fameuses mesures d'hygiène de base, hein, se laver les mains, éviter de sortir dans les lieux publics sans un masque, par exemple, éviter les grands rassemblements, désinfecter les surfaces qui pourraient être contaminées, mais aussi, et je dirais surtout, la vaccination. Parce que c'est bien difficile de se priver de sortir ou de voir notre monde. Hein, ça va être Noël bientôt. Vous avez peut-être des enfants, des amis que vous allez fréquenter. Ben, des fois, ils peuvent être contagieux sans le savoir. Hein, parce qu'avant d'être vraiment infecté par un microbe, ben, souvent, on est comme porteur. Il est dans la période d'incubation, donc on peut être contagieux quand même sans le savoir. Alors, on va le voir, plusieurs maladies sont évitables par la vaccination et ce sont des infections qui se transmettent facilement dans la communauté. Donc, avoir une maladie pulmonaire vous rend plus susceptible d'être malade et vous met plus à risque aussi de complications. Par chance, les vaccins sont sécuritaires. Ils sont accessibles également, ils sont très efficaces. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, ben, quels sont les vaccins qui sont indiqués? Comment savoir si votre statut vaccinal est à jour et où vous pouvez aussi vous faire vacciner? Alors, c'est ce qu'on va regarder ensemble. Finalement, savoir comment mieux
vous protéger, pour mieux respirer. Et un petit disclaimer, parce que je sais que la conférence est enregistrée, donc si vous écoutez la conférence un peu plus tard, bien, sachez que les données en vaccination peuvent changer. On a toujours de nouveaux vaccins, mais aussi de nouvelles recommandations de nos instances. Alors, je vous invite évidemment à communiquer avec un professionnel de la santé de confiance pour mettre à jour votre statut vaccinal. Alors, compréhension de la vaccination, évidemment, faut comprendre comment ça marche la vaccination si on veut y recourir pour se protéger. Puis avec la pandémie, ben toutes sortes d'informations ont circulé sur le web via votre entourage peut-être ou même dans certains médias. Donc, je vous appelle à la vigilance, évidemment, et à vous retourner vers des sources fiables. Alors, la vaccination est un moyen simple et efficace de vous protéger contre les maladies infectieuses. La vaccination renforce le système et lui permet de vous protéger contre certaines maladies. Alors, chaque vaccin va protéger contre une maladie spécifique. Alors, c'est ce qu'on appelle un antigène. Donc, souvent, un microbe qui est affaibli et qu'on va ajouter dans un vaccin pour permettre une réponse immunitaire. Ça, je vais vous l'expliquer un peu plus en détail tout à l'heure. Mais il faut comprendre que la vaccination a fait progresser rapidement la médecine dans les 200 dernières années et elle a permis de retrouver une certaine forme de qualité de vie. Hein, les gens sont moins malades. Alors, il y a 100 ans, les maladies infectieuses, c'était la principale cause de décès dans le monde. Et au Canada, maintenant, avec la vaccination, ben moins de 5% des décès, en fait, sont attribuables aux maladies infectieuses. Alors oui, on peut dire que l'immunisation, ben, c'est une réussite mondiale. Dans les 50 dernières années, on dit que la vaccination a sauvé plus de vies au Canada que toute autre intervention en soins de santé. Hein? Alors ça, c'est pas peu dire. Puis la vaccination, elle n'est pas parfaite, évidemment, mais ce qu'on sait, c'est que plus une population est vaccinée, plus elle est protégée. Donc, quand on vaccine massivement, on protège la population. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, ben, la vaccination permet d'éviter à chaque année plus de 2 à 3 millions de décès dans le monde. Et l'immunisation, ben, elle est importante à toutes les étapes de la vie. On a longtemps pensé que les vaccins, c'était une affaire de petits bébés. Hein? On amenait nos petits bébés chez l'infirmière, puis elle vaccinait 2, 3 fois, puis on était correct. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. On sait qu'on doit vacciner les adultes pour rétablir leur immunité qui peut être en déclin ou conférer une nouvelle immunité contre des maladies qui sont plus courantes à l'âge adulte. Alors, c'est quoi l'immunité en déclin? C'est que on a un système immunitaire. On est bien fait, nous autres, les êtres humains. On a un système de défense, mais contrairement à d'autres fonctions, hein, comme la vue. On le sait, notre vue baisse avec l'âge. Vous n'avez pas la même vue aujourd'hui que vous aviez quand vous aviez 2, 3, 4, 5 ou 10 ans. Là. Alors, la vue change. Notre énergie diminue, notre libido, hein, on en a moins de libido avec l'âge aussi, notre force musculaire diminue, mais ça, on s'en rend compte. Mais pour le système immunitaire, on ne le sait pas jusqu'au jour où on tombe malade. Et en vieillissant, ben, certaines maladies sont plus courantes. Par exemple, le zona. Vous avez déjà certainement entendu parler du zona. Ben, ça arrive surtout chez les personnes de 50 ans et plus. Et plus on vieillit, plus on a de risque de développer un zona. Puis aussi, ben, en vieillissant, la protection de certains vaccins que vous avez reçus plus tôt dans votre vie pourrait avoir diminué parce que nos lymphocytes T, qui sont des lymphocytes qui relèvent du système immunitaire, mais sont moins efficaces. Ils reconnaissent moins facilement les antigènes dans la vraie vie. Donc, ça se peut que les vaccins soient moins efficaces avec le temps, comme par exemple pour le tétanos. OK? Ça, on doit rappeler ces vaccins-là. Alors, certains adultes ont peut-être aussi raté des vaccins qui ont été offerts pendant l'enfance. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que l'âge est un facteur de risque. Donc, notre système immunitaire s'affaiblit, donc on a plus de risques d'être malade et c'est pourquoi on vous propose des vaccins supplémentaires à mesure que vous vieillissez. Je vous dirais que généralement, à partir de 50 ans, on offre la mise à jour du statut vaccinal simplement pour aider votre corps à faire bien son travail. Il va être préparé par la vaccination à vous défendre contre certaines maladies infectieuses. Et le fait d'avoir une maladie pulmonaire vous expose à un risque accru d'infection respiratoire. Tout est une question d'évaluation des facteurs de risque. Hein? Et c'est ce qu'on fait, nous, le personnel
infirmiers ou les professionnels en soins, quand on vous recommande des vaccins, c'est qu'on évalue vos facteurs de risque. D'abord, votre âge. Est-ce que vous avez des maladies? Est-ce que vous avez des habitudes de vie qui pourraient nuire justement au travail de votre corps pour vous défendre contre certaines infections? Par exemple, on sait que le tabagisme, par exemple, est très nuisible pour certaines maladies. Le fait de souffrir d'obésité, de prendre de l'alcool. Alors, il faut comprendre que ces facteurs de risque-là, eh bien, ils sont cumulatifs. Alors, si par exemple, vous êtes MPOC, que vous souffrez d'obésité, que vous fumez, puis que vous aimez ça prendre un verre tous les soirs, bien, vous êtes plus à risque que la personne qui est MPOC seulement ou qui est diabétique ou qui a juste 65 ans. OK? Alors, il faut comprendre que ça s'accumule et que vous pouvez faire des choix pour vous-même, pour mettre toutes les chances de votre côté, pour ne pas subir les complications d'une infection respiratoire qui pourrait vous laisser dans une très fâcheuse situation. Fait que maintenant, pourquoi on se fait vacciner? Ben d'abord, on le fait pour se protéger, hein, pour éviter les risques d'une maladie, mais surtout les risques d'une complication d'une maladie. Parce qu'on le sait, c'est pas parce qu'on est vacciné qu'on n'aura pas la maladie. Hein? Mais souvent, elle va être moins grave. Vous avez moins de risques d'avoir des complications, vous avez moins de risques d'en décéder également. Puis on se fait vacciner aussi pour protéger les personnes de l'entourage. Et ça, c'est pas tout le monde qui comprend ce concept-là. Euh, écoutez, c'est simple. Moins on est infecté, moins on a de risques de transmettre à d'autres personnes qui pourraient être vulnérables. Alors, c'est important de continuer de se protéger et ce tout au long de notre vie. Puis, on se fait vacciner finalement parce que c'est bon pour soi, mais aussi parce que c'est bon pour les autres. Et là, ça m'amène à vous parler à un concept qui s'appelle l'immunité collective ou l'immunité grégaire. Ça aussi, c'est un concept duquel on a parlé beaucoup pendant la pandémie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que lorsque de larges groupes de personnes se font vacciner, il se produit ce qu'on appelle une immunité collective. Puis pourquoi c'est important? C'est qu'il y aura toujours des personnes non protégées contre une maladie. Des gens, par exemple, qui peuvent pas recevoir un vaccin parce qu'ils sont allergiques à une molécule qui est comprise dans le vaccin. Ces gens-là, on peut pas les protéger. Il y a certaines personnes qui vont moins bien répondre au vaccin. Les personnes qui ont le cancer, les personnes qui ont des traitements qui les immunosuppriment. Par exemple, dans le cas de maladies pulmonaires, des fois, c'est possible que vous ayez à prendre de la cortisone. De la cortisone ou des corticostéroïdes, quand c'est à quantité assez élevée et de manière régulière et soutenue, ça peut vous rendre immunosupprimé, donc vulnérable. Il y a certaines personnes qu'on ne pourra pas vacciner non plus relativement à leur âge. Les bébés très petits, par exemple, on va se vacciner pour les protéger parce qu'ils ne peuvent pas recevoir de vaccin parce que leur système immunitaire est immature. Donc, il n'est pas en mesure de produire des anticorps fonctionnels. Et nos aînés, vous aurez compris que plus on vieillit, plus on est à risque de faire des maladies, d'avoir des complications, mais aussi notre système immunitaire, il est moins bon. Il est moins bon pour produire des anticorps fonctionnels pour nous protéger. Alors, plus on est vieux, moins les vaccins sont efficaces, donc la protection peut aussi venir de l'entourage. Alors, c'est une excellente stratégie de vacciner les gens plus jeunes avec un bon système immunitaire pour protéger les populations plus vulnérables. Et plus un grand nombre de gens se fait vacciner, plus on prévient la transmission. Donc, on peut atteindre des seuils de l'immunité collective. Et il faut comprendre aussi que plus une maladie elle est contagieuse, plus ça prend de gens vaccinés pour atteindre encore une fois l'immunité collective. Alors moi, évidemment, je vous encourage à penser à votre propre immunisation, mais pensez aussi, parler de l'immunisation avec vos aidants naturels, en fait, pour éviter que vous soyez en contact avec des microbes. Et votre corps, c'est votre bolide. C'est votre véhicule terrestre. Vous allez vivre avec votre corps jusqu'à la fin de votre jour. Là, moi, je suis sûre que je vous apprends rien là, mais il faut en prendre soin comme on prend soin de sa voiture si on veut vivre bien, puis si on veut vivre longtemps. Alors évidemment, ça passe par les bonnes habitudes de vie. Ça, on le répétera jamais assez. Bien manger, manger des légumes, manger varié, manger des viandes qui sont
peu grasse, manger régulièrement dans la journée de petits repas, boire suffisamment d'eau, bouger un peu à chaque jour. Vous savez, l'activité physique, on n'a pas besoin de faire un gros training puis suer notre vie là, pour que ce soit efficace. La science démontre que faire de petites périodes d'activité physique plusieurs fois dans la journée va compenser à un training qui serait plus intense. Alors, mettez-vous pas de pression avec ça. C'est plus important de sortir ou de marcher quelques fois par jour, quelques minutes, que de faire un bon training une fois par mois ou une fois par semaine. Évitez de fumer. Évidemment, ça, je le sais que c'est un défi pour plusieurs. C'est pas facile d'arrêter de fumer, mais ça peut prendre plusieurs tentatives. Certaines personnes réussissent et c'est tout à votre honneur. Essayez de limiter la consommation d'alcool et évidemment voir son médecin régulièrement. Puis, j'ajouterai à ça évidemment la vaccination. Les vaccins augmentent la capacité de votre corps à vous défendre contre une infection. Alors, les vaccins, ça stimule les mécanismes naturels de défense de votre corps. Ça marche un peu comme un casse-tête. Si je vous explique, en fait, vous avez un système qui s'appelle le système immunitaire. En fait, c'est votre système de défense. Puis lui, il a une mission dans la vie, c'est de vous protéger. Donc, ce qu'il veut, c'est détecter les intrus. Donc, tout ce qu'on appelle du non-soi, c'est-à-dire les microbes. Les microbes, ben, ça peut être des bactéries, ça peut être des virus, ça peut être des champignons, par exemple. Puis, une fois qu'il les a reconnus, lui, ben, ce qu'il fait, c'est qu'il les élimine. Puis comme je vous expliquais tout à l'heure, ben plus on vieillit, moins il est bon à les éliminer tout seul. Fait que des fois, il faut lui donner une chance. Et quand on vaccine, c'est qu'on injecte un produit qui a été purifié, en fait, mis dans une petite fiole, un fragment de microbe qui est atténué, qui est pas vivant, qui est pas dangereux, qui vous causera pas de problème. Et ce microbe-là, lui, va permettre, c'est un vaccin en fait, il va permettre la production d'un anticorps spécifique. Alors, antigène et anticorps, ça fonctionne comme un casse-tête. OK? Ça travaille ensemble. Alors, une fois que vous avez été vacciné, votre corps, via ses anticorps, vos soldats, va reconnaître en fait les microbes parce qu'il y a eu le portrait robot, lui. Quand vous êtes fait vacciner, ça a donné à votre corps le portrait robot. Alors, votre corps va reconnaître le microbe et va rapidement solliciter son armée pour vous protéger. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne simplement, la vaccination. Donc, vous vous faites vacciner, vous évitez de tomber malade, vous évitez d'avoir des complications, donc vous préparez votre corps naturellement à vous défendre. Puis c'est vrai que il y a des effets secondaires au vaccin, mais il faut savoir qu'ils sont normaux, qu'ils sont temporaires. Il s'agit en fait de la réponse naturelle du corps qui travaille fort pour vous bâtir une immunité contre la maladie. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une réaction inflammatoire. Moi, je le dis à mes patients, c'est pas drôle d'avoir des effets secondaires, évidemment, mais c'est bon signe. Hein? Ça indique que le vaccin il a fonctionné à quelque part. Parce que, comme je vous expliquais, on vaccine pour une raison, c'est stimuler votre système immunitaire. Alors, lui, quand il répond, ben, il va créer de l'inflammation. Et l'inflammation, vous allez en avoir d'abord au site d'injection. OK? Souvent, on va vacciner sur le deltoïde, c'est-à-dire près de votre épaule, en fait, sur votre muscle. Et c'est toujours de très petites quantités. Là, souvent, on parle de 0,5 millilitres d'un produit qui peut être un petit peu irritant. En tout cas, une chose est sûre, c'est un intrus. Fait que c'est pour ça que le corps réagit. Donc, douleurs locales qui peuvent durer quelques jours à quelques heures. Ça peut devenir rouge, ça peut devenir sensible. Il y a des gens aussi qui vont avoir de la difficulté un peu à bouger leurs bras. Mais on pourrait voir aussi des réactions systémiques. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de se sentir un peu comme si on avait une petite grippe. Alors nous autres, c'est ce qu'on appelle les effets pseudo-grippaux. On n'est pas malade quand on a des effets pseudo-grippaux. Ça fait partie de la réponse inflammatoire. Alors ça veut dire quoi? Mais vous pouvez avoir mal à la tête. Vous pouvez vous sentir un petit peu plus fatigué, un petit peu moins dans votre assiette. Ça se peut que vous ayez des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Fait que là, il y en a qui interprètent ça comme la maladie, mais c'est pas le cas. C'est vraiment une douleur, une réaction inflammatoire, et ça se soulage avec la prise d'acétaminophène ou le fameux Tylenol et l'application de compresses froides. L'acétaminophène,
Il y en a qui en prennent avant de se faire vacciner. Je vous dirais que dans la littérature, c'est pas ce qu'on encourage d'entrée de jeu. Souvent, on va dire à nos patients, prenez de l'acétaminophène. Aussitôt que vous commencez à développer des effets secondaires et que ça vous dérange, prenez-en aux 4 à 6 heures. Faut pas dépasser 4 grammes par jour. Ça, c'est bien important. Et l'application de compresses froides, c'est ultra efficace, puis je vous dirais que la plupart des gens, ben, le font pas. Donc, c'est pour ça que ça peut être un petit peu plus incommodant. Mais une chose est sûre, c'est que les effets secondaires sont beaucoup moins importants que la maladie que l'on cherche à éviter. Hein? Et finalement, se faire vacciner, c'est un choix individuel. Moi, c'est sûr que je suis convaincue. Je suis moi-même vaccinée. Ma mère a une maladie pulmonaire. Elle a aussi un cancer. Et je vous garantis que tous les vaccins desquels je vais vous parler aujourd'hui, je les ai administrés à ma mère. Alors, je crois en la vaccination et ça va être votre choix maintenant. Est-ce que vous allez vous faire vacciner ou pas? Se faire vacciner, on l'explique souvent un peu comme l'analogie de la ceinture de sécurité. Puis on embarque dans notre voiture, puis on s'attache. Dans le cas peu probable qu'on fasse un accident, mais ça pourrait arriver. Donc, on le fait pour se protéger parce que c'est bon pour nous. Et les vaccins, ben, c'est un outil de plus dans votre arsenal de protection contre les maladies infectieuses. Et même si les vaccins ne sont pas tous gratuits, on peut choisir de recevoir certains vaccins qui sont hors programme au Québec pour notre protection. Alors, le gouvernement, c'est comme nous, hein, il y a un budget. Fait que lui aussi, il doit faire des choix. C'est lui qui a les cordons de la bourse. Alors, c'est pas parce qu'un vaccin n'est pas gratuit qu'il n'est pas important. Donc, cette discussion-là, vous pouvez l'avoir avec votre professionnel de la santé parce que le gouvernement, lui, quand il fait le choix d'ajouter un vaccin dans le programme d'immunisation du Québec, ce qu'on appelle le PQI, ben, lui, il considère le fardeau de la santé publique. Le nombre de gens hospitalisés, le nombre de décès. Qu'est-ce que ça coûte au gouvernement? Mais il ne considère pas le fardeau individuel. Ça, c'est-à-dire votre douleur à vous, vos complications, les problèmes que la maladie pourrait générer. Alors, dans les faits, les vaccins sont sûrs, ils sont efficaces, ils sont fabriqués selon des normes de sécurité très strictes et il faut comprendre aussi qu'il y a un programme de surveillance en continu. Alors, quand les réactions aux vaccins sont anormales, nous, on doit déclarer ces manifestations cliniques inhabituelles-là. Donc, ils sont en constante surveillance. Les vaccins ne peuvent pas surcharger le système immunitaire. Je trouve intéressant de vous dire ça puisque je l'entends souvent, depuis la COVID, vous avez reçu plusieurs vaccins. Pour la plupart, hein, des vaccins antigrippaux, des vaccins contre la COVID. Peut-être avez-vous été vacciné contre le tétanos, contre le pneumocoque, etc. Les gens ont développé comme une peur. Tu sais, on peur d'avoir trop de vaccins sur une courte période, mais il faut comprendre que votre système immunitaire est plus fort que ça. La vaccination, c'est très peu de choses si on compare à la quantité de pathogènes avec lesquels vous êtes en contact, et ça depuis que vous êtes tout petit. Alors, et à la différence d'une bactérie ou d'un microbe, ben tout ça c'est purifié, c'est aseptisé et mis dans une fiole, donc c'est sécuritaire. Alors vous pouvez même recevoir plusieurs vaccins en même temps lors d'un même rendez-vous et ça sans danger. Et finalement, ben les vaccins servent aussi de première ligne de défense contre la résistance aux antibiotiques. Je vais vous expliquer ça simplement. On constate une augmentation de maladies causées par des bactéries résistantes aux médicaments. Et ça, c'est dû à l'usage excessif ou au mauvais usage des antibiotiques. Alors ça, c'est une préoccupation majeure de santé publique à l'échelle mondiale. La vaccination prévient les infections. Alors, ça diminue le recours aux antibiotiques et ça réduit donc la résistance aux antibiotiques. Alors, le fait de se faire vacciner, ça permet que les antibiotiques continuent d'être efficaces. Et finalement, ben, les vaccins, ça sauve des vies, hein, ça permet de réduire les maladies et de prévenir finalement des décès. Alors, si on parle de santé pulmonaire maintenant, on sait que ça touche beaucoup de monde. Hein. Juste au Québec, 3 millions de Québécois souffrent d'une maladie pulmonaire. Alors ça, c'est une personne sur 3.
La maladie pulmonaire constitue la deuxième principale cause de décès au pays. Et bon, l'usage du tabac, l'exposition à la fumée secondaire et la pollution sont les principales causes. Alors, maladie pulmonaire, on pense à la MPOC, maintenant on dit la BPCO si je me trompe pas, l'emphysème, la bronchite, le fait d'avoir de l'asthme, une fibrose pulmonaire par exemple, ou le cancer du poumon pour ne nommer que ceux-ci. Et pour mieux respirer, finalement, quels sont les vaccins qui sont indiqués? En fait, en termes de santé respiratoire, on va penser vous protéger contre la grippe, contre la COVID. Souvent, on va faire ça en combo, hein. On va vous vacciner contre ces deux virus-là en même temps. Et la bonne nouvelle, c'est que l'année prochaine, en théorie, on devrait être bon pour avoir un vaccin combiné. Donc, on pourrait vous piquer une seule fois pour vous donner ces deux antigènes-là, ce qui serait une excellente nouvelle. Et on peut vous protéger aussi contre la pneumonie bactérienne. On va en parler un petit peu plus tantôt, mais aussi contre le VRS, donc le virus respiratoire syncytial. Alors, on va regarder chacune de ces maladies-là. On va commencer par la grippe, la COVID. On est en pleine campagne saisonnière présentement. La campagne a commencé un petit peu plus tôt cette année. Donc, dès octobre, on a commencé à vacciner nos premiers patients. Donc, vous en entendez parler probablement beaucoup. Votre médecin vous en a sûrement parlé et dans les médias, évidemment, on en fait une priorité de santé publique. Puis, la grippe et la COVID, il faut pas nécessairement juste s'inquiéter de l'épisode lui-même, qui peut être quand même assez tannant, mais surtout des complications qui pourraient survenir et vous atterrer pendant longtemps. Fait que l'influenza, c'est la grippe. OK, ça, c'est la même patente. C'est le même microbe, OK, juste pour mettre ça clair. C'est une maladie respiratoire qui est très contagieuse, une maladie infectieuse qui est causée par un virus et qui est plus fréquente pendant la saison froide. Alors là, on voit, là, présentement, selon les données de l'INSPQ, on voit un peu plus de VRS que de grippe, mais on est en train de prendre une pente montante et ça va atteindre à peu près son apogée pendant le temps des fêtes. La grippe, ça se protège via la toux, les éternuements, et on peut devenir infecté en étant en contact avec une personne qui a la grippe, mais on peut aussi tomber malade en touchant à des objets qui auraient été contaminés par les gouttelettes de salive d'une personne. Puis là, après ça, on se lave pas bien les mains, puis on vient se toucher à la bouche ou notre nez ou à nos yeux. Alors là, on vient comme s'inoculer le virus, puis on tombe malade. Alors, tout le monde peut être infecté par la grippe ou la COVID, mais il y a quand même des populations de patients qui sont plus à risque. Donc, on pense aux très jeunes enfants, en bas de 5 ans, aux personnes de 65 ans et plus, à la femme enceinte, mais aussi aux personnes qui ont un état chronique. Maladie pulmonaire, évidemment, maladie cardiaque, maladie du foie, maladie du rein, les troubles sanguins, l'obésité grave, puis les troubles neurologiques, on y pense pas toujours, le cancer, évidemment, et tout ce qui peut immunosupprimer quelqu'un. Donc ça, c'est soit une maladie qui immunosupprime ou ça peut être aussi un traitement. Je vous le disais tout à l'heure, le fait de prendre la cortisone peut vous immunosupprimer. Mais la grippe et la COVID peut atteindre aussi les gens qui vivent plus en communauté. Fait qu'on peut penser aux communautés autochtones, les gens qui vont vivre, par exemple, sur des réserves, mais aussi les résidents dans les maisons de soins infirmiers ou des établissements de soins de santé. En ça, c'est le fait d'être toujours en proximité ou près de gens qui pourraient être contaminés, bien évidemment, ça augmente notre risque. Puis souvent, ben, on va confondre le rhume puis la grippe ensemble. Le rhume est beaucoup plus fréquent, mais aussi plus banal que la grippe. Puis la grippe, quant à elle, ben, peut être plus sérieuse. Puis au Québec, on a tout le temps tendance à dire « Hey, je suis grippé, je suis grippé ». Ouais. Ben, êtes-vous grippé? Ça, on n'est pas sûr sans faire vraiment de tests de dépistage ou d'avoir un tableau clinique très spécifique. Puis il faut savoir aussi que les symptômes et la gravité de l'influenza ben, peuvent varier selon votre âge. Plus on est vieux, plus on est à risque, et votre état de santé, évidemment. Alors, la grippe, le tableau clinique est beaucoup plus intense. Ça arrive soudainement et souvent, ben, ça provoque de la toux, de la fièvre, un mal de gorge, douleur musculaire, douleur articulaire, une fatigue extrême. Souvent, les patients vont nous dire
qui sont abattus. Hein? J'ai l'impression qu'un troc m'a passé sur le corps. Hein? Fait qu'il y a quelques journées là, dans cette période de maladie-là qui sont pas évidentes. Souvent, ça va guérir spontanément en 5 à 7 jours si vous êtes chanceux. Mais la toux puis la fatigue, ben, eux autres peuvent persister pendant plus longtemps. Et les complications pourraient arriver chez une personne en bonne santé sans facteur de risque, mais pourraient avoir des conséquences beaucoup plus graves si vous avez une maladie chronique et surtout si vous avez plus de 75 ans. Et les complications de la grippe, ben, ça peut être les difficultés respiratoires. Chez les plus jeunes, ça peut compliquer puis créer une otite. Vous pourriez aussi faire une sinusite, hein, infection vraiment au niveau des sinus, une pneumonie, c'est surtout ça qu'on va redouter, l'exacerbation d'une maladie. Si vous faites une pneumonie, ben, vous pouvez subir une exacerbation, par exemple, de votre MPOC. Vous pourriez faire une maladie cardiaque, c'est-à-dire une inflammation, par exemple, au niveau du cœur, du cerveau, hein, ce qu'on appelle une encéphalite. Vous pourriez faire des convulsions et certaines personnes peuvent décéder de la grippe, malheureusement, encore aujourd'hui. Puis, la maladie, ben, elle confère pas l'immunité à long terme. Alors, c'est pas parce que vous attrapez la grippe au mois de novembre que vous la rattraperez pas en février ou en mars. Alors, ça aussi, c'est un peu tannant et les virus changent également. On n'a jamais les mêmes vaccins à chaque année. Il faut comprendre que les vaccins antigrippaux sont faits en fonction des virus qui ont circulé dans l'hémisphère sud. Parce que dans l'hémisphère sud, eux, leur saison antigrippale est 6 mois à peu près avant nous autres. Alors, on étudie qu'est-ce qui se passe dans l'hémisphère sud, les virus, les souches, en fait, de l'influenza qui sont en circulation, et on va créer nos vaccins en espérant que ce soit les bonnes souches pour vous protéger tout l'hiver. Et c'est pour ça qu'avec un vaccin antigrippal, on a des moins bons taux d'efficacité que pour d'autres vaccins. On parle d'une efficacité vaccinale d'environ 25 à 60%, tout dépendant des années. Mais je vous dirais que c'est mieux d'être protégé à 25-60% que de pas l'être pantoute, évidemment. Donc, c'est ce qui explique là pourquoi que les vaccins anti-grippaux n'ont pas toujours la même efficacité à chaque année. Et il faut comprendre aussi que la vaccination antigrippale, elle est gratuite pour tout le monde au Québec depuis l'année dernière seulement. On a été la dernière province du Canada à offrir la vaccination gratuitement à tout le monde. La COVID, elle, c'est une maladie respiratoire infectieuse qui est causée par le SRAS-CoV-2 et qui est très contagieuse et qui se propage rapidement à toute personne infectée par le virus. Donc, on peut aussi être infecté par la COVID sans avoir de symptômes. Rappelez-vous, pendant la pandémie, les gens se testaient, puis ils n'étaient pas malades, puis le test sortait positif quand même. Alors ça, c'est quelque chose qu'on pourrait voir. Et bien que la plupart des personnes infectées par la COVID-19 éprouvent des symptômes qui sont légers ou modérés et se rétablissent très bien sans traitement, ben, certaines personnes vont tomber grandement malades, auront besoin de soins médicaux et on a encore des gens qui décèdent de la COVID. Puis la COVID, ben, c'est un sujet chaud encore, je vous dirais. Puis ce que je remarque, c'est que plusieurs personnes sont un peu désensibilisées par la maladie. Il y en a qui vont dire, hey, moi, je l'ai attrapé, cette maladie-là, puis ça a passé tout seul, puis j'en suis pas mort, puis c'est pas grave, puis j'ai pas peur de ça. Ça, c'est un phénomène qu'on appelle la fatigue vaccinale. On en a tellement parlé, on a été saturé d'informations que les gens sont devenus un peu tannés d'en entendre parler, puis ils ont l'impression d'avoir été trop peut-être poussés à se faire vacciner ou ils ont juste pas envie d'avoir le vaccin parce qu'ils ont l'impression que la maladie est pas grave. Mais dans les faits, en début de pandémie, on a tellement cru que le vaccin allait régler tous nos problèmes. Puis là, on s'est rendu compte que ça allait pas prendre juste un vaccin, mais 2, 3, 4, puis 5, hein, dans certains cas. Alors, ça a dérangé certaines personnes, ça. Mais il faut savoir que la COVID, on va cohabiter avec ce virus-là encore pendant des années et c'est encore une préoccupation de santé publique et ça pourrait encore donner des complications. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Ben, des difficultés respiratoires, un essoufflement, une pneumonie. Certaines personnes pourraient avoir une atteinte neurologique, perte de la parole, du goût, de l'odorat, avoir de la difficulté à parler. Certaines personnes pourraient même être confuses,
avoir des douleurs thoraciques, des problèmes cardiaques. La COVID longue aussi, hein, c'est encore quelque chose qu'on peut voir et des décès malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on doit savoir sur la COVID? Ben, c'est que les personnes âgées et celles qui sont atteintes de certaines maladies chroniques sont plus à risque de complications et de maladies graves pouvant entraîner les décès et que le fait d'avoir la COVID, ça vous donne un certain niveau de protection pendant quelques temps, mais vous pourriez être réinfecté parce que cette protection-là, elle est partielle et elle diminue avec le temps. Donc, vous pouvez attraper la COVID plusieurs fois et l'efficacité des vaccins, malheureusement, elle est aussi limitée dans le temps. Donc, c'est ce qui explique pourquoi on doit se faire revacciner contre la COVID. Et au Québec, on a un comité sur l'immunisation qui travaille pour nous. Ce comité-là relève de l'INSPQ, hein, qui est l'Institut national de santé publique pour le Québec. Et eux, ils étudient hein, tout ce qui se passe dans le monde, l'épidémiologie, et c'est eux qui émettent des recommandations pour que le gouvernement ajoute dans son programme certains vaccins. Et cette année, le Comité d'immunisation du Québec recommande une dose de vaccin pour les mêmes groupes que l'année dernière, pour ralentir la transmission, pour se protéger. En fait, donc, il recommande une dose pour les personnes qui vivent en CHSLD, en RPA ou dans d'autres milieux collectifs où on a plusieurs personnes, souvent plus âgées et vulnérables. Le SIC recommande aussi l'immunisation à toute personne de 60 ans et plus. Mais pour les personnes immunosupprimées, dialysées ou qui ont une maladie chronique, c'est pour toute personne de 6 mois et plus pour qui la vaccination elle est recommandée. On recommande la vaccination pour les travailleurs de la santé, pour les femmes enceintes et pour les adultes qui vivent en région éloignée. Donc, le nombre de doses de vaccins à administrer ne tient plus compte des antécédents de maladie. Hein, on vous demandera plus la question. Vous avez eu la COVID combien de fois? On la pose plus, c'est plus important pour nous. Donc, il est possible aussi de se faire vacciner après l'épisode aigu de l'infection. Il n'y a pas d'enjeu de sécurité à vous vacciner après votre épisode de maladie. Mais on a quand même un intervalle minimal idéal. Alors, on devrait vous vacciner 6 mois après un vaccin contre la COVID ou 6 mois après l'infection confirmée à la COVID. Alors là, je le sais, on se teste presque plus hein, en communauté. Donc, c'est difficile de savoir si le rhume que vous avez eu au mois de septembre, ben, c'était la COVID ou pas. Mais sachez une chose, c'est que c'est pas dangereux de vous vacciner lorsque vous n'êtes plus infecté, par exemple, par un microbe. Puis, ben, tu sais, le délai là, pourrait être vraiment raccourci, si bien que dans des circonstances exceptionnelles, on pourrait attendre 21 jours pour vous vacciner. Par exemple, si vous partez en voyage ou si vous allez débuter un traitement qui va vous immunosupprimer. Et aussi, ben, une nouveauté, ben, c'est qu'on dit que une personne ciblée par la vaccination ne devrait pas recevoir plus d'une dose de rappel par campagne de vaccination. Pneumonie maintenant, on va parler surtout de pneumonie bactérienne. C'est une infection des poumons. Hein? Donc, c'est une infection qui est grave, une infection qui est importante des voies aériennes inférieures. Donc, ça va créer de l'inflammation dans vos poumons, donc de l'accumulation de liquide. Des fois, ça peut être du pus. Et évidemment, ce liquide-là, c'est pas normal de l'avoir dans les poumons, donc ils pourront pas fonctionner normalement. Vos petites alvéoles pourront pas bien fonctionner, donc ça va venir gêner les échanges de gaz, hein, oxygène, gaz carbonique avec le sang. Alors, ça peut amener un manque d'oxygène. Et ça, ben, ça peut avoir des conséquences néfastes qui vont nuire au fonctionnement de toutes les cellules de votre corps. Alors, une pneumonie, ben, ça rend la respiration difficile, ça va rendre la respiration aussi douloureuse et ça va limiter l'absorption d'oxygène. C'est une maladie qui est contagieuse aussi, qui peut se transmettre via une personne infectée. Mais vous allez voir que la personne n'a pas besoin d'être infectée pour vous contaminer. On va regarder ça tout de suite. Mais la pneumonie est causée toujours par un microbe. Et ces microbes-là, la plupart du temps pour l'adulte, c'est une bactérie. Ça pourrait être aussi un virus, mais ça pourrait être aussi un champignon. Et ça se multiplie dans vos poumons et ça crée de l'inflammation. La pneumonie, elle est plus fréquente l'hiver ou au début du printemps. Donc, c'est à nos portes. Je ne sais pas chez vous, mais ici, il neige. Moi, je suis à Lévis, donc on commence à être dans la saison froide, puis c'est vrai.
Et les décès surviennent chez 5 à 7 des cas de pneumonie à pneumocoque, malgré tous les bons soins qu'on va vous donner, les antibiotiques, l'oxygène. euh, il y a encore 5 à 7 des gens qui vont décéder d'une pneumonie à pneumocoque. Alors, pneumocoque, c'est une bactérie. Il y en a une quarantaine à peu près qui sont pathogènes pour l'être humain. Et contrairement à ce que l'on pense, ben, le pneumocoque ne donne pas que des pneumonies. Hein, vous pourriez avoir une infection des oreilles, donc une otite, une infection du sinus, donc les sinusites. Vous pourriez avoir une méningite, vous pourriez faire une infection du sang, ce qu'on appelle une bactériémie, ou la pneumonie d'origine communautaire, hein, l'infection des poumons. Alors, le pneumocoque, c'est une bactérie qui se transmet par contact avec les sécrétions respiratoires infectées, mais 20 des personnes en bonne santé sont porteuses de la bactérie. C'est-à-dire que dans notre rhinopharynx peut vivre une bactérie. OK? Alors, on peut être un porteur sain, c'est-à-dire avoir le pneumocoque en nous et ne pas être malade. Alors, moi, je peux avoir le pneumocoque, OK, pas le savoir, puis je peux le donner à ma mère qui, elle, est vulnérable. Alors, c'est important de savoir ça. C'est pas parce qu'une personne n'est pas malade et infectée qu'elle ne peut pas porter en elle cette bactérie-là. C'est possible aussi que vous soyez vous-même porteur. Et l'incidence est la plus élevée chez les jeunes enfants, chez les personnes âgées et chez les personnes immunosupprimées. Alors, c'est important de savoir reconnaître la pneumonie, hein, ses symptômes, parce qu'un diagnostic rapide permet d'augmenter les chances de guérison. Alors, on fait le croche quand on fait une pneumonie. Les gens vont souvent faire de la fièvre qui est forte, vont être frissonneux, vont tousser. C'est une toux qui est grasse avec des expectorations colorées, hein, qui peuvent être vertes, jaunes. Dans les expectorations, c'est le mucus que l'on peut cracher, qu'il faut cracher d'ailleurs. Donc, vous pourriez avoir de la douleur à la poitrine, aussi au niveau du dos, surtout lorsque vous inspirez, quand vous prenez votre air. Vous pouvez être fatigué, vous sentir très faible. Vous pouvez être essoufflé, avoir une respiration que l'on qualifie de sifflante, hein, une respiration qui fait un bruit qui n'est pas habituel, une respiration et un pouls qui sont plus rapides également. Vous pourriez avoir mal à la tête. Puis c'est pas toujours le cas, mais la pneumonie peut être une complication d'une infection virale comme la grippe ou la COVID. Hein, on prétend que 40 à peu près des patients qui sont hospitalisés pour une pneumonie à pneumocoque, ils sont là parce qu'ils ont eu la grippe avant. Alors, on est plus à risque de pneumococcie, hein, c'est-à-dire d'infection par le pneumocoque, si on est infecté par la grippe ou par la COVID, par exemple. Alors, c'est important de chercher à protéger toutes ces infections-là. Et la pneumonie, ben, ça devient un facteur aggravant de ces virus-là. Alors, tout ça est interrelié. Et chaque année, les infections graves à pneumocoque vont provoquer de 3 000 à 6 000 hospitalisations et plusieurs décès. Et selon Statistique Canada, la pneumonie et la grippe causent près de 2 000 décès par année. Et ça, ce sont des statistiques juste pour le Québec. Et c'est tannant, la pneumonie, évidemment, mais il y a un risque de complications cardiovasculaires. Alors, parmi les patients qui sont hospitalisés en raison d'une pneumonie acquise en communauté, donc ce qu'on appelle une PAC, un patient sur 5 va être victime d'une manifestation cardiaque grave. Alors ça, c'est 20 des patients qui ont la grippe qui vont avoir, par exemple, une insuffisance cardiaque, qui vont développer un syndrome coronarien aigu ou de l'arythmie cardiaque, par exemple. Et les complications cardiaques, vous le devinez bien, hein, c'est associé à un taux de mortalité beaucoup plus élevé à court terme. Donc, la pneumonie bactérienne, c'est la seule bactérie, la seule pneumonie, pardon, que l'on peut prévenir par un vaccin. On n'a pas de vaccin contre les pneumonies virales ou les autres types de pneumonies comme liées à un champignon, par exemple. Alors, on a seulement des vaccins pour prévenir la bactérie. La bonne nouvelle, c'est que la majorité des pneumonies chez l'adulte sont liées vraiment à une bactérie, donc le pneumocoque.
Et on a un vaccin pour vous protéger. En fait, on en a plusieurs. Je vais vous parler de ça. En fait, on en a deux qui sont principalement administrés chez l'adulte. Alors, on a le Prévenant 20. Je vais vous donner les noms génériques que vous allez entendre souvent dans des publicités, dans les documentations du gouvernement. Quand vous allez aller au bureau du médecin, dans le bureau de l'infirmière ou en pharmacie, c'est ces noms-là que vous allez entendre. Donc, on a le Prévenant 20 et on a le Pneumovax 23. Bientôt s'en vient le Capvaxive. C'est un nouveau vaccin qui est déjà disponible pour commander, mais on ne l'a pas encore vraiment administré au Québec. Alors, je vais vous parler du Prévenant 20, du Pneumovax. Il faut comprendre qu'on a des critères qui sont émis par le Comité sur l'immunisation du Québec. Alors, le CIC va faire la différence entre les patients qui sont à risque élevé et les patients qui sont à risque très élevé d'infection invasive à pneumocoque. Donc, pour les patients à risque très élevé, c'est le Prévenant 20 qui est donné gratuitement dans notre programme. Alors, risque très élevé, le CIC a décidé que c'était les patients aspléniques. Donc, les patients, par exemple, qui ont plus de rate. Les patients qui vont avoir la maladie de Crohn, par exemple, qui vont être cœliaques. Les patients immunosupprimés. Les patients qui ont une cirrhose du foie, un implant cochléaire, l'écoulement chronique du liquide céphalo-rachidien ou une insuffisance rénale terminale. Alors ça, c'est essentiellement nos patients qui ont un risque très élevé. Donc, c'est le Prévenant 20 qu'on leur donne gratuitement. Mais pour les patients à risque élevé, c'est le Pneumovax 23 qu'on donne. À risque élevé, ben, on prend toute personne de 65 ans et plus, mais aussi les gens qui ont une maladie pulmonaire. Alors, les maladies pulmonaires, je peux vous en nommer quelques-unes, hein, la fibrose kystique, la bronchite chronique, l'emphysème, la dysplasie bronchopulmonaire, le fait d'être MPOC, par exemple. L'asthme, on a fait une petite différenciation. Il faut qu'elle soit assez grave pour nécessiter un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers chez les personnes de 50 ans et plus. Les gens qui ont des maladies cardiaques, des maladies hépatiques, diabète, insuffisance chronique rénale. Je vous répète que tous ces facteurs de risque-là sont cumulatifs. Alors, plus on a de pathologies, plus on est à risque de pneumonie. Et je tiens à vous dire quelque chose, c'est qu'on n'a pas les mêmes données d'efficacité pour ces deux vaccins-là. Le Prévenant 20 est beaucoup plus efficace. C'est un vaccin que l'on donne une fois, en une seule dose, et c'est la technologie vaccinale qui est utilisée pour ce vaccin-là qui fait qu'il est si efficace. C'est un vaccin qu'on appelle conjugué. Alors, on a conjugué une protéine vectrice à l'antigène polysaccharidique pour donner une bonne efficacité vaccinale. Donc, on le donne en une seule fois et il va venir éliminer la bactérie si jamais elle était présente dans votre rhinopharynx. Alors, vous avez une maladie pulmonaire, on vaccine votre conjointe ou votre conjoint avec le Prévenant 20, bien, il vous protège en plus. Alors, ce vaccin-là est nettement supérieur au Pneumovax 23. Alors, même si vous devez vous le payer, parce que c'est possible de le faire, je vous encourage fortement à aller vers ce vaccin-là. Ceci étant dit, on aime mieux vacciner que ne pas vacciner. Alors, le Pneumovax pourrait vous prévenir, lui, vous prémunir des complications. Parce que le Pneumovax n'a pas vraiment d'impact. On regarde les statistiques et depuis qu'on l'administre gratuitement au Québec, on n'a pas vu de diminution sur les taux d'hospitalisation. Mais ce vaccin-là va quand même vous protéger des complications, va vous empêcher, par exemple, d'aller aux soins intensifs. Alors, c'est pas un mauvais vaccin, mais à choisir, je vous encourage à prendre le Prévenant 20. Il se détaille quand même à peu près à 140 $. Pour ceux qui ont des assurances, il pourrait être remboursé par les assurances. Et il y aura peut-être des changements à ce niveau-là, là, avec la venue de Capvaxive, mais on s'attend peut-être à ce que les critères de gratuité changent dans les prochaines années. En fait, c'est un souhait qu'on a, nous, les professionnels de la santé, évidemment. Et je vais vous parler du VRS pour terminer. Le virus respiratoire syncytial, on a eu l'impression que ça n'existait pas, ce virus-là, avant l'année dernière. Il existait, dans le fond, c'est depuis les années 60 qu'on sait que ce virus-là circule, surtout chez les bébés. Ça crée vraiment des épidémies de bronchiolite. Mais
Ça nous causait des problèmes à chaque année, mais on n'avait pas de vaccin pour protéger les gens, donc c'est pour ça qu'on n'en parlait pas. Et depuis un an, ben, on a 2 vaccins pour prévenir les infections à VRS. Le VRS, mais c'est un virus qui est très commun, qui est hyper contagieux et qui va donner des infections aux poumons et aux voies respiratoires. Donc, les infections par le VRS vont causer des éclosions qui vont ressembler un peu à des états d'allure grippale d'intensité faible à modérée. Et souvent, ben, on a des pics de VRS, excusez-moi, du mois de novembre au mois de mars. Alors là, on est en plein dedans. Les cas augmentent en flèche si on va voir les données de surveillance de la vigie, de la surveillance des virus respiratoires de l'INSPQ. À chaque semaine, on a de plus en plus de cas d'hospitalisation. Et le VRS est la cause principale des infections respiratoires chez les jeunes enfants, mais peut causer aussi une mortalité et une morbidité chez les personnes plus âgées. On peut être réinfecté tout au cours de notre vie plusieurs fois par les VRS. Et chez l'adulte en bonne santé, mais ça va créer un rhume banal. Mais chez les personnes plus âgées ou qui souffrent d'immunosuppression ou qui ont une maladie chronique, vous êtes à plus haut risque de pneumonie, hein, qui est la complication qu'on va chercher à éviter, mais aussi d'hospitalisation et de décès. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que pour le virus respiratoire syncytial, il n'y a pas de traitement spécifique qui existe. Alors, ce sont des traitements de soutien qui sont offerts aux patients. Hein, soluté, on va donner par exemple de l'oxygène, on va mettre la personne au repos. Pour la grippe, vous pouvez aller chercher le Tamiflu, qui est un antiviral. Pour la COVID, on a le Paxlovid. Mais pour le VRS, on n'a rien. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant de vous protéger. Et on a 2 vaccins maintenant disponibles. Il y en a d'autres qui s'en viennent, mais pour le moment, on en a 2. On a Arexvy et Abrysvo, 2 vaccins qui sont indiqués pour les personnes de 60 ans et plus. Pour ce qui est des critères de gratuité, c'est l'Abrysvo qui a été choisi par la santé publique. Les produits vont protéger pendant 3 saisons. Hein, ce ne sont pas des vaccins qui vont protéger pour toujours, comme le Prévenant 20, par exemple, ou un vaccin contre le zona qui va vous protéger pendant plus de 20 ans. Là, on parle d'une protection sur 3 saisons. Donc, 3 saisons de VRS, c'est 3 ans. Les gens qui vivent en CHSLD, en résidence pour personnes âgées de 60 ans et plus peuvent l'avoir gratuitement. Les personnes qui vivent en résidence privée pour aînés de 75 ans et plus peuvent l'avoir gratuitement aussi. Mais le vaccin est quand même recommandé par nos instances pour les personnes de 75 ans et plus avec une maladie chronique et qui vivent dans la communauté. Puis le vaccin est aussi autorisé pour les 60 ans et plus, mais à ce moment-là, il faut le payer. Et là, c'est un vaccin qui est quand même assez dispendieux. Là, on parle de 275 environ et s'ajoute à ça certains frais d'injection, tout dépendant de l'endroit où vous allez vous faire vacciner. Mais ce sont des vaccins, somme toute, efficaces et qui vous protègent contre une infection qui pourrait être grave. Maintenant, comment savoir si votre statut vaccinal est à jour? Statut vaccinal, ben c'est vraiment de voir quel vaccin vous avez reçu et quel vaccin vous devriez recevoir. Alors, comme on fait l'entretien régulier de sa voiture, il est important d'envisager de mettre à jour son propre statut vaccinal pour prévenir les maladies et préserver sa santé. À partir de 50 ans, généralement, là, on a parlé, hein, grippe, COVID, on a parlé de pneumocoque, on a parlé de VRS, mais à partir de 50 ans, on va commencer à vous parler de zona. Hein, le zona, ça touche une personne sur 2 après 85 ans, puis dans la vie adulte, c'est une personne sur 3 généralement. Donc, c'est une maladie qui est quand même grave et qui peut avoir des complications. Donc, on vous parle de zona, on vous parle de tétanos. Également, il y a un rappel après l'âge de 50 ans qu'on doit vous donner. On va vous protéger contre l'hépatite A, l'hépatite B. On peut vous protéger contre le virus du papillome humain. Et certains vaccins aussi peuvent être indiqués si jamais vous partez en voyage. Alors, c'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut vraiment mettre à jour votre propre statut vaccinal parce qu'il n'y a pas de recette universelle pour tout le monde. Alors, cette petite infirmière-là, c'est moi. Ben oui.
Qu'est-ce qui se passe quand vous venez voir une infirmière en pharmacie, par exemple? En fait, puis là, je vous encourage à aller en pharmacie parce que la COVID, ça a eu ça de bon. Ça a fait exploser les services de vaccination. Alors, plusieurs pharmacies au Québec offrent le service. Plusieurs pharmacies ont engagé des infirmières. Certains pharmaciens peuvent maintenant vacciner, certains assistants techniques. Donc, on a tous une pharmacie pas loin de chez soi, donc c'est facile de se faire vacciner en pharmacie. Alors, une infirmière peut administrer des vaccins sans ordonnance. Vous n'avez pas besoin de voir votre médecin avant, on est à même de le faire. Et ça, c'est à cause de la loi sur la santé publique qui nous permet, en vertu du protocole d'immunisation du Québec, ce qu'on appelle le PIC. Alors ça, c'est notre grande ordonnance collective qui nous permet de vous vacciner sans ordonnance. Donc, dans le PIC, il y a des vaccins qui sont gratuits. Il y a des vaccins qui sont recommandés et il y a des vaccins qui sont autorisés. Alors, notre analyse est fonction de ça. Alors, vous apportez toujours votre carte d'assurance maladie. Si vous avez un dossier à la pharmacie, on a déjà accès à ça. Et si vous avez un carnet de vaccination, vous l'apportez avec vous. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. C'est le cas de plusieurs personnes. Vous l'avez peut-être perdu, peut-être que vous en avez jamais eu. Et maintenant, on a accès au registre de vaccination du Québec. Alors, c'est centralisé. À chaque fois qu'on vous vaccine, on entre vos vaccins au registre de vaccination. Donc, on est capable, nous, de savoir qu'est-ce que vous avez reçu et quels sont vos besoins. Ensuite, ben, on vous recommande les vaccins selon votre âge, selon vos habitudes de vie, selon votre état de santé et selon vos antécédents de vaccination. On va vous donner les enseignements qui viennent avec ça. Hein? C'est quoi la maladie qu'on cherche à protéger? C'est quoi les effets secondaires que vous pourriez avoir? C'est quoi les données d'efficacité pour ce vaccin-là? Et on va vous vacciner, souvent sur place. Donc, c'est possible aussi qu'on a vérifié si par exemple, vous êtes couvert par votre assurance pour recevoir un vaccin qui pourrait être payant. Puis il faut savoir que vous pourrez recevoir plusieurs vaccins lors d'un même rendez-vous et qu'il peut y avoir certains calendriers. Hein. Certains vaccins se donnent en une dose, d'autres en deux ou en trois doses même. Certains vaccins sont annuels, comme un vaccin antigrippal. Et ce qu'on prétend, c'est que, ben là, on le sait, là, le SIC recommande une seule dose du vaccin contre la COVID par campagne. En tout cas, pour le moment, c'est ça. Alors, le vaccin contre la COVID devrait devenir un vaccin annuel comme le vaccin antigrippal là, pour les prochaines années. Et l'infirmière, finalement, elle va mettre à votre disposition son jugement clinique, vous donner toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez personnellement prendre une décision pour préserver votre santé. Donc, elle est vraiment dans une démarche de santé préventive pour vous. Puis au Québec, ben, on est habitué hein, de soigner quand le problème est là. Mais là, de plus en plus, la ligne de conduite, en tout cas pour 2025, ministre Dubé et Dr Boileau ont affirmé que Québec allait vraiment investir dans la santé préventive. Donc, la vaccination fait partie de ça, mais aussi le dépistage de tout plein de maladies. Et avec l'abolition des frais accessoires, plusieurs médecins ont abandonné l'acte vaccinal. Ça veut dire que les médecins, ben, sont plus payés pour vous vacciner, donc ils le font plus généralement. Peut-être que vous avez un médecin qui a ça à cœur puis qui le fait encore, mais si c'est le cas, vous êtes très chanceux. Et Québec a développé ce qu'on appelle les PSL. Donc ça, c'est les points de service locaux. Donc, les centres de vaccination, hein? Donc, ce qu'on offre dans ces centres-là, c'est de la vaccination, évidemment, des prélèvements. Hein? Vous pouvez vous faire prélever, par exemple, pour voir si vous avez la COVID ou un streptocoque et du dépistage également. Donc, ces services-là vont varier malheureusement d'une région administrative ou l'autre. Vous pouvez trouver les données sur le site du gouvernement du Québec. Mais le meilleur moyen de prendre un rendez-vous puis de faire vos recherches, ben, c'est d'aller sur Clic Santé. Alors ça, c'est merveilleux. Cette plateforme-là, d'ailleurs, a été développée au Québec et ça permet justement à ces centres de vaccination-là d'ouvrir leur plage de rendez-vous sur une seule et unique
plateformes et aussi certaines pharmacies peuvent afficher leurs services sur Clic Santé. Alors, vous allez trouver de tout. Alors, où on peut se faire vacciner au Québec? Dans les fameux centres de vaccination. Par contre, dans ces centres-là, ils ont accès aux vaccins gratuits du Programme québécois d'immunisation seulement. Donc, vous ne pourrez pas nécessairement recevoir, par exemple, un vaccin contre le VRS ou contre le pneumocoque là-bas. OK? C'est possible que vous ayez à vous déplacer en pharmacie communautaire. Et comme je vous disais, en pharmacie communautaire, les pharmaciens, mais aussi les infirmières et certains assistants techniques peuvent vous vacciner de manière ponctuelle, mais souvent, on préfère que vous preniez rendez-vous parce que c'est pas toujours possible pour nous de vous vacciner sur le champ parce qu'on a d'autres rendez-vous à gérer. Mais je peux vous dire que personnellement, à chaque fois que j'ai pu le faire, je l'ai fait. Et vous n'avez pas besoin d'ordonnance pour faire vacciner, je l'ai bien dit tout à l'heure. Et les vaccins qui sont recommandés, mais qui doivent être payés, c'est important à vous d'évaluer les risques et bénéfices. Donc, je vous invite à avoir une discussion avec un professionnel de la santé, puisqu'une chose est sûre, c'est que investir sur sa santé, ben, c'est une question de choix personnel, puis c'est une question de priorité. Puis on n'est pas là pour vous juger à ce moment-là. Et pour rester informé, ben, c'est important de consulter des sources fiables parce que des sources non fiables, il y en a plein sur le web. On a vu avec les antivax tout ce qui a circulé, tout n'est pas juste. Alors, je vais vous en recommander quelques-unes. En fait, évidemment, tout ce qui est gouvernemental, donc Agence de la santé publique du Canada, il y a le Guide canadien d'immunisation qui existe et qui est très bien fait. Le site du gouvernement du Québec, donc québec.ca. Et aussi le site de l'Organisation mondiale de la santé. Mais je vous dirais que ça, c'est plus général. Je vous encourage plutôt à aller sur nos sites gouvernementaux Canada-Québec. Mais ce que je vous présente présentement, c'est le Immunisation Canada ou Immunize Canada. C'est un site Internet qui est ultra bien fait, qui est géré par le secrétariat d'Immunisation Canada. Donc, vous allez trouver tout là-dessus pour rester informé, donc des renseignements crédibles et fiables sur l'immunisation à tous âges. Et il y a du contenu vraiment pour le grand public, mais il y a aussi du contenu pour les professionnels de la santé. Alors, vous allez trouver toutes sortes de sujets, là, par exemple sur chaque maladie évitable par la vaccination. Donc, toutes celles dont je vous ai parlé aujourd'hui, vous allez retrouver de l'information sur le site d'Immunisation Canada. Les nouveaux vaccins qui sortent, les avantages de la vaccination, la sécurité des programmes au Canada, comment ça fonctionne, comment gérer les effets secondaires, pourquoi on a des effets secondaires, tout ce qui est des mythes et des croyances sur les vaccins. Donc, Immunisation Canada, c'est vraiment une source qui est complète, qui est très bien montée et qui est simple à comprendre. Alors, je vous invite à aller y jeter un œil, évidemment, parce que je vous rappelle, hein, les vaccins sont les premiers outils de santé publique qui existent. Vous avez du pouvoir sur vos habitudes de vie, mais vous pouvez faire le choix aussi de vous faire vacciner parce que les vaccins font partie des outils les plus sécuritaires dont dispose la médecine et demeurez bien informés. Allez consulter des sources fiables, évidemment, et venez nous voir aussi les professionnels de la santé. Je pense qu'on n'est pas tous spécialisés en immunisation. Ça, je tiens à vous le dire. C'est pas tous les pharmaciens qui sont vaccinateurs, c'est pas tous les médecins qui se tiennent non plus à jour concernant la vaccination, mais c'est pas toutes les infirmières qui vaccinent non plus. Mais si vous allez dans des milieux comme les CLSC, comme les GMF, comme la pharmacie communautaire, ben ça fait partie des activités que l'on fait à chaque jour et je peux vous garantir que on est très bien formé de tout ce qui sort, de tout ce qui s'en vient, puis on est outillé pour vous accompagner. Et je vous engage à aider votre corps à bien faire son travail en vous faisant vacciner. Votre santé, elle est précieuse, hein? Et votre vie, elle est importante, évidemment. Donc, vous avez du pouvoir sur votre vie. Il faut se responsabiliser par rapport à sa santé et se faire vacciner. Ben, ça peut vous aider finalement à mieux respirer.
Alors, c'est ce qui met fin à ma présentation aujourd'hui. Je vais arrêter mon partage et venir vous rejoindre.